Article de Libération, du coup, écrit par Agnès Girard, qui est sorti, qui date de 2015 quand même. C'est un vieil article. C'est un vieil article, si les TERF se mettaient à jour, mais bon, bref. Très intéressant, là, tout ce courant féministe qui est implanté en anthropologie, en sociologie, en histoire, en archéologie aussi. Très intéressant, on avait lu des textes dispo d'ailleurs, c'est un texte de Fenberg qui parlait de la présence de personnes trans dans l'histoire. Tout à l'heure ça parlait aussi de cette guerrière viking qu'on a longtemps cru que c'était un homme alors qu'en fait c'était une femme, et les recherches ont fini par voir ça. Simplement, comme on a toujours eu un angle très masculino-centré sur l'histoire, bah évidemment qu'avoir un œil de gens queer, de gens LGBT, de femmes, bah ça leur paraît beaucoup plus certaines évidences leur sautent aux yeux. Dans certains angles d'analyse, tu vois, que ne peuvent pas avoir des hommes, parce qu'on a des biais personnels et on n'est pas objectif. On a ces biais. Et avoir plus de personnes diversifiées qui permettent d'analyser une histoire permet tout simplement d'avoir une meilleure pertinence globale sur l'histoire, puisque l'histoire est diversifiée, bordel de merde. Elle est diversifiée. Et justement, ça fait partie des critiques envers le wokisme universitaire qui fait de la révision historique, etc. Elle ne peut pas être aussi masculine que l'est présentée jusque-là. C'est juste impossible. Allô. Allez, on se lit ça. Let's go. Lorsqu'un cadavre anonyme arrive à la morgue et qu'il n'en reste plus grand-chose à part des os, il faut d'abord déterminer son sexe. Par où commencer ? La largeur du bassin, le poids des os, la taille du crâne. Ce qui est souvent dit d'ailleurs, notamment dans les débats sur le sport, que les os d'assignés hommes à la naissance sont plus lourds en moyenne. Donc que du coup ça leur donne un avantage dans le sport, etc., etc. Identification du squelette. Quel pourcentage de réussite ? Lorsqu'un médecin légiste doit identifier un squelette, il essaye d'abord de savoir si la personne était mâle ou femelle. Est-ce facile ? Non, donc, répond Evelyne Perr. Il y a quelqu'un qui disait c'est un bouquin intéressant, Mon corps a-t-il un sexe ? Sur le genre, dialogue entre biologistes et sciences sociales. Evelyne Perr et Joël. Ouh, ça a l'air extrêmement intéressant, ça. Je me le mets de côté. Donc, elle dit que non, il est impossible d'estimer le sexe de plus de la moitié de la population. Seulement 30% des squelettes sont réellement identifiables. Donc, les 2/3, on peut pas identifier. C'est-à-dire, on peut pas identifier pour la moitié de la population, seulement 30%. Madame Perr, je ne doute pas que vous êtes une très bonne, je sais pas, médecin légiste, mais 30% ce n'est pas la moitié. Hein. Elle est paléo-anthropologue. Hein. Oh, trop stylé. On ne peut identifier que les mâles alpha et les hyperfémales. Oui, c'est ça. Au Muséum d'Histoire Naturelle, chargé de recherche au CNRS. Oui, mais le CNRS est infiltré par l'islamo-gauchisme, hein. Ça il l'avait dit il y a 2 ans. Et d'ailleurs, tous les chercheurs du CNRS avaient fait une levée de bouclier aussi contre cette attaque généralisée contre l'université de la part de l'extrême droite et de la majorité présidentielle, qui s'attaquait littéralement à l'indépendance de l'université en disant que elle était trop à gauche et que ça les dérangeait que l'éducation soit trop à gauche, mais tout simplement parce que les faits vont contre eux. C'est ça qui les dérange en réalité, c'est ça qui fait flipper, bien sûr. Et oui, c'était une attaque politique. Evelyne Perr mène depuis des années un travail de recherche sur ce qu'elle nomme le sexe osseux. Au moment de son doctorat, il lui faut recoller bout à bout les os d'environ 300 mérovingiens. Oh, désolé, ça doit être trop stylé. Je suis pas fan de puzzle parce que je m'énerve vite. Mais là, c'est des puzzles avec des os, je trouve ça trop stylé. Oui, je suis émo. Oui, je suis émo. 300 squelettes de mérovingiens, tous habitants d'un même village situé en Île-de-France. Sa recherche a pour but l'étude de l'évolution du crâne. Et moi, c'est à ça aussi que ça me fait penser, c'est terrible. Hein. Comment s'appelle la craniologie, la phénologie ? Pourquoi je lis cet article ? Parce que les transphobes partagent beaucoup cette théorie comme quoi les squelettes de bassin de femmes sont plus larges que ceux d'assignés femmes, sont plus larges que ceux d'assignés hommes, ce qui est totalement faux du coup, et c'est pour ça qu'on lit ça. Et ça me rappelle vraiment cette comparaison qu'il y avait sur les crânes entre noir et blanc, tu vois. Mais pour effectuer sa recherche, elle doit d'abord identifier les corps. Il fallait au préalable les classer par sexe, mais suivant quels critères, vu qu'on n'a que des os. Et oui, parce que ça aide aussi sociologiquement, tu vois, à savoir combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, et comment un peu s'organise la société. Et vous allez voir sur les os, c'est trop intéressant. Evelyne Perr prend sur chaque squelette 300 mesures qu'elle passe au crible, en cherchant la variable. La mesure qui distinguerait au mieux le groupe femme du groupe homme. Elle est finie par la trouver. C'est la hauteur de la
symphyse mandibulaire, donc le menton, et qui fournit des chiffres plus que parlants. Mais d'autres chercheurs suggèrent d'autres variables, à leurs yeux plus pertinentes. Variables, elles-mêmes variables, soumises à quantité de remise en question et toujours sujettes à caution. Rien n'est simple non plus quand il s'agit d'autres estimateurs biologiques du sexe. Au doigt mouillé, ouais c'est un peu au doigt mouillé. Vous allez voir pourquoi exactement c'est compliqué de trouver ces facteurs. Rien n'est simple, la meilleure preuve qu'en fournit Evelyn Pear se trouve dans un ouvrage passionnant qui rassemble exclusivement les travaux de scientifiques. Leur vision de la différence homme-femme s'appuie sur les dernières découvertes en matière de biologie, endocrinologie ou génétique. L'endocrinologie, c'est justement, en tant que personne trans, tu peux aller voir une endocrinologue et pas endocrinologue, sinon c'est une doctrine, c'est autre chose, qui en gros s'occupe de tout ce qui est hormones et pas que, enfin voilà, de tout ce qui est chimiquement dans le corps. Je l'explique très mal, mais globalement. Dans cet ouvrage intitulé Mon corps a-t-il un sexe, que quelqu'un dans le chat a parlé déjà, incroyable, vous êtes basé, elle s'amuse à recenser les études publiées depuis un demi-siècle sur le sexe osseux. Le nombre de recherches ne cesse d'augmenter depuis les années 40, en même temps que les certitudes s'effondrent. Un seul article en 1945, 10 en 1968, 93 en 2012. 2 articles par semaine, ça fait plus d'une centaine du coup, en 2014 sont publiés sur la base Medline. L'étude du sexe osseux est un champ scientifique en pleine expansion, souligne Evelyn Pear, ce qui prouve bien l'ampleur de la tâche. S'il était si facile d'identifier le squelette, quoi autant d'articles y seraient-ils consacrés? Aïe 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 aïe. Ça fait 104. Non, ça fait 106. Non, pas du tout, attends, on est toutes les deux nuls à chier. Ça fait 112. 56 x 2. 2 articles par semaine, ça fait 112. Attends, il y a 52, il n'y a pas 56 semaines par an? Vous êtes sûr? Je vous jure les gens, ça fait des années que je crois qu'il y a 56. Et ça veut parler de science. La taille du squelette est-elle un critère valable, pardon. Quand les gens sont en vie, il est facile de les identifier. Quand ils meurent, la chair molle des organes génitaux disparaît et les difficultés commencent. Les difficultés commencent donc pour déterminer le sexe vis-à-vis d'un squelette sur les os. Est-ce que les os définissent notre sexe, notre genre? Dans le chapitre Sexe des os, donc toujours ce livre-là, Mon corps a-t-il un sexe, un dialogue entre biologie et sciences sociales, Evelyn Pear résume, je me concentre, le contenu d'1 millier d'articles publiés sur Medline, qui est genre l'équivalent de Cairn en France, sur les identifications de squelettes. Ces résultats confirment, citation de elle, ces résultats confirment que le sexe osseux reste une question complexe. Ils prouvent que notre corps manifeste des variations d'expression d'un trait sexué à l'autre chez un même individu. Par exemple, un squelette de petite taille aux arcades susorbitaires très saillantes peut être aussi bien celui d'un homme petit ou d'une femme au crâne masculin. Oui, tout à fait, on découvre que, oh mon dieu, si la majorité des femmes correspond à un critère, c'est une majorité. C'est-à-dire que la lecture sociologique des bails, si tu dis toutes les femmes sont comme ça parce que 65% des femmes sont comme ça, oui mais d'accord, mais le jour où tu veux identifier clairement, ça veut quand même dire que t'as une chance sur 3 de te tromper, c'est beaucoup une chance sur 3. Pour donner un exemple, Evelyn Pear évoque la taille des individus. La moyenne des hommes en France est de 1m75 et 61 cm pour les femmes. Alors ça a bougé, il me semble que c'est 1m64 pour les femmes en 2020 et 1m76,5 pour les hommes. Ça a quand même augmenté vu qu'on est une génération beaucoup plus grande. Cela signifie donc que 50% des femmes mesurent plus de 1m61 et 50% des hommes mesurent moins de 1m75. No putain shit. Ça fonctionne donc comme ça les moyennes? Waouh. Les individus mesurant entre 1m61 et 75, qui sont donc de taille moyenne, donc qui sont dans cette frontière entre les deux, peuvent être avec la même probabilité un homme ou une femme. Et oui. Donc c'est-à-dire que si t'as un squelette qui fait 1m80, t'as plus de chances que ça soit un homme, mais t'as aussi une probabilité non nulle et quand même assez élevée, je sais pas de quel ordre elle est, tu vois, mais elle peut être de, 15-20% que ça soit une femme, une chance sur 5, c'est beaucoup. Et alors quand t'es entre les deux, alors là c'est carrément impossible en fait. Un squelette mesurant 1m69, 69 années érotiques, s'agit-il d'une grande femme ou d'un petit homme?
Si le squelette fait 1m45, c'est probablement une femme, mais vous connaissez beaucoup de femmes d'1m45 ? Les vraies femmes, entre guillemets, sont rares, autant que les vrais hommes dans la population. Qu'il s'agisse de personnes en chair ou en os, cela revient au même. Les gens sont plutôt de taille moyenne, avec des corpulences moyennes, des squelettes moyens. Donc il n'y a que dans des extrêmes qu'on peut définir, avec plus ou moins de certitude, avec plus de certitude, pas une certitude, mais plus de certitude. Et vu que la majorité des gens sont dans la moyenne, sont normies, le problème c'est les normies. C'est encore et toujours les normies en fait, dans l'identification. C'est toujours les normies. Pour le dire en une phrase, les traits osseux sexués répartissent une communauté selon un continuum dont la distribution gaussienne, oui bon c'est des stats, trucs, bref, rend impossible la prédiction du sexe chez plus de la moitié de la population et ne permet d'identifier comme hommes et femmes que les sujets dont le squelette reste extrême et le plus éloigné de la norme. C'est sûr que moi qui est grande, moi là ça me rassure pas du tout de savoir que le fait que je sois grande me permet plus facilement de m'identifier en tant qu'homme que de femme. Mais bon, on a quasiment sélectionné les femmes les plus petites. Ah ouais, mais Dick Carvan, j'aime bien la tech en mode les femmes sont petites parce qu'il y a une sélection sociale de femmes petites. Parce que les hommes virils avaient peur d'être avec une femme grande. Les os des femmes sont-ils plus légers ? Ah, ça c'est la vraie question, c'est un des arguments que je revois le plus chez les biologistes, chez des biologistes et chez des transphobes. Tout dépend de l'accès aux ressources nutritives et du mode d'alimentation, répond Evelyn Père. Autrement dit, les différences hommes-femmes inscrites dans le corps peuvent avoir une origine environnementale et culturelle. Le squelette se forme jusqu'à l'âge de 19 ans. Ah ouais ? C'est pas comme le reste du corps 25 ans, c'est 19 ans. À 19 ans, c'est fini. Ok, je savais pas. Or, il s'avère qu'à l'heure actuelle, 20% des jeunes adultes françaises sont anorexiques. Ah ouais ? 20% ? Waouh ! Une femme sur 5 est anorexique, jeune adulte ? Waouh, je turbo bad. Lorsqu'on examinera leur squelette dans un siècle, il y a de fortes probabilités que tous les squelettes présentent des signes d'ostéoporose et seront identifiés comme ceux de femmes, parce qu'elles auront subi les séquelles de la malnutrition. En fait, ostéoporose, c'est pas un truc typiquement féminin, ça, si. Mais du coup, ça aurait été analysé sociologiquement, on aurait pu dire, comme il y avait ce phénomène-là chez les femmes, on sait que c'est des femmes, en fait. C'est la même chose quand on examine les squelettes de villageois français des siècles passés. Les os des femmes portent des stigmates évidents de leur sacrifice. Jusqu'à récemment encore, dans les familles paysannes pauvres, lorsqu'il n'y avait qu'un morceau de viande, il était pour le chef de famille. Quand il y en avait un deuxième, il était pour le fils aîné. Les femmes, elles, en général, buvaient le bouillon de cuisson. Les protéines, c'était en priorité pour les hommes. Waouh, bah oui, parce que le travail manuel, etc., etc. Et donc, ça perpétue le corps fort et le corps faible. Waouh, c'est basé, hein, il est basé cet article. Hein. Impossible d'identifier le sexe d'un squelette sans avoir une connaissance précise des habitudes d'une population. C'est ça en fait le point le plus important, c'est que pour identifier un squelette, il faut connaître la sociologie, la façon dont vivaient les gens en fait, dont vivait la population. Parce que les squelettes portent les stigmates de comment ces gens vivaient en fait. C'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que tu ne peux pas plaquer nos analyses actuelles, telles qu'on les perçoit actuellement, sur des squelettes passés, parce que tu risques de te tromper, parce que tu ne sais pas comment ils vivaient, et donc tu ne sais pas quelles conséquences il y avait dessus. Cet article, je suis désolé, je suis contre, c'est hyper stéréotype mascu. De quoi ? Qu'est-ce qui est stéréotype mascu ? Elle est littéralement en train de dire que les femmes, genre, se sacrifiaient parce que les hommes monopolisaient la viande. C'est un stéréotype patriarcal, quoi. C'est littéralement le débat qu'il y a en ce moment sur le barbecue et Sandrine Rousseau. Sur le fait que il y a un masculinisme de bouffer du steak, c'est le réel quoi. Genre, je comprends pas. Dans cette société, ils sous-nourrissent les femmes, diront les archéologues en 5200. Hein. Ouais. Ça, j'avais pas vu cet angle, tu vois, de une femme sur 5, une jeune femme sur 5 est mal nourrie en fait. Tout simplement à cause, dans nos sociétés occidentales, d'opulence, non, comment il l'a dit l'autre là ? D'abondance. À cause de quoi ? À cause du patriarcat et des normes sexistes imposées aux femmes, tout simplement en fait. C'est juste ouf, et évidemment qu'on se fera défoncer plus tard pour ça. Évidemment, tu vois. Pour l'instant, on en a juste rien à péter. Il y a moyen qu'il y ait une sélection, en vrai. J'ai vu un reportage comme quoi, une communauté en Afrique, quand les femmes allaient travailler avec leur bébé dans le dos, si le bébé garçon pleure, ils lui donnent l'eau tout de suite, tandis que le bébé fille doit attendre pour avoir de l'eau. Et c'était pour éduquer les filles à avoir la frustration
Je comprends en plus, tu vois, cette reproduction de la frustration de t'es une meuf, tu vas en chier, faut t'habituer vite à en chier parce qu'il va falloir que tu sois forte pour être une femme dans cette société misogyne. J'étais où? J'en étais où? Il y a des gestes répétés. Ah, j'en étais là. Impossible donc d'identifier. Les hommes et les femmes développent leur corps selon des activités qui leur sont parfois propres. Il y a des gestes répétés de travaux dont les femmes ont le monopole, par exemple. Et l'usure de certains de leurs os sert donc d'indice très fort pour les identifier. Le fait que les femmes se soumettent à des critères de beauté, comme la minceur, n'est pas non plus anodin. La minceur acquise par défaut nutritionnel laisse son empreinte sur le squelette. De même que pour le sport extrême. Extrêmement intéressant de l'utilisation, les gestes répétés conditionnent les os d'une certaine manière. Tu vois, aller dans les champs et couper des trucs, bah, les mouvements répétés de ton corps vont, je sais pas, faire des torsions ou des développements de tes os spécifiques, tout comme y a plus de femmes qui ont de l'arthrose parce que elles utilisent plus leurs mains pour, je sais pas, faire la vaisselle, le ménage, ce genre de choses. Les darons qui ont de l'arthrose, c'est une réalité. Hein. Les activités physiques, les coutumes alimentaires ou vestimentaires, ça marque l'os, résume Evelyne Paire. Les inégalités sociales, économiques, aussi marquent l'os. Oh, c'est trop intéressant, vraiment. Dans les cultures qui attribuent moins d'importance au sexe dit faible, les squelettes présentant des symptômes de carence alimentaire sont plus souvent ceux des femmes. Ce que l'on attribue à la constitution naturelle des femmes relève donc surtout de la construction. Le squelette ne naît pas faible, il le devient. Oh. Elle a vraiment fait on ne naît pas femme, on le devient, mais en parlant de son squelette basé. Hein. Le bassin des femmes est-il plus large ? Ça, c'est vraiment le truc le plus communément admis, même si moi, je pensais que tu vois, c'était un peu vrai. Les os sont beaucoup plus dynamiques qu'on le pense. Ouais, les os, c'est beaucoup moins figé, tu vois, que ce qu'on pense en fait. Les os, ça bouge en vrai, et ça apporte les stigmates de ce que tu fais dans ta vie. C'est ouf, vraiment, c'est ouf. Je pensais pas à ce point, tu vois. Quid de cette activité proprement féminine et biologique qu'est la procréation ? Ne nécessite-t-elle pas un bassin plus large afin que le fœtus puisse sortir ? Pour Julie Bouallier, une des plus grandes spécialistes en France du bassin osseux et spécialiste de la nutrition. La meuf, sa spécialité, elle est spécialiste du bassin. Incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, hein, c'est juste des scientifiques, hein, c'est leur quotidien, mais je trouve ça dingue d'être spécialiste d'un truc aussi précis dans ta vie. Genre, comment t'en arrives là Les scientifiques, vraiment, ces autistes, il y a toujours un truc qui me fascine et qui me fait dire en mode ça m'intéresse pas chez les scientifiques. Genre, c'est cette précision, tu vois, c'est tout ça incroyable. Spécialiste du bassin osseux et de la parturition dans l'évolution humaine. Elle dit que c'est une idée reçue. Il faut cesser de dire que la largeur des hanches joue un rôle dans la gestation et dans le passage de l'enfant lors de l'accouchement. Les femmes ont des hanches plus larges à cause de la graisse et de leur taille fine. Et ça n'a rien à voir avec les os. Je suis désolé, mais même ça, moi je m'étais fait gaslight et je savais pas. Et c'est pour ça que quand tu prends des ostros, tes hanches s'élargissent en tant que meuf trans. Et il y a des gens qui disaient oui, elles s'élargissent, mais jamais autant qu'une femme cis, parce qu'il n'y a pas les os qui sont plus gros, etc. Bah, nique ta mère. J'avoue, elle doit s'y connaître en déhanché. Je veux des cours de roulage de cul de la part de Julie Bouaille. En général, la taille du bassin n'est pas aussi dissemblable qu'on aimerait qu'il soit entre les hommes et les femmes. Quant à sa forme, elle résulte en réalité d'une adaptation à la marche en posture debout. Alors ça, c'est le truc qui me matrixe le plus. Elle ajoute « L'histoire de cet os est intimement mêlée à celle de la bipédie acquise il y a 6 millions d'années. Les contraintes liées à l'accouchement ne représentent qu'une partie des fonctions qu'assume le bassin et ne concernent que sa partie creuse, la cavité pelvienne. La morphologie du bassin dépend pour l'essentiel des contraintes exercées par la locomotion et la contention des viscères, mais aussi du mode de vie, les facteurs individuels. Âge de l'acquisition de la marche, nutrition, activité physique, tout cela joue beaucoup. Nous avons un bassin de bipède avant tout. Sa forme s'est constituée sous l'effet des pressions majeures de tout autre ordre que sexué. L'adoption du déplacement sur 2 pattes. C'est-à-dire que la façon genrée qu'ont eu les femmes de marcher a conditionné la façon dont se présente le bassin. Vous vous rendez compte, les gens ? Je suis désolé, hein, mais moi je suis matrixé par cette info, hein, vraiment. Mais bon, va faire entendre ça à des transphobes qui diront ça y est, tout est social. Dans Mon corps a-t-il un sexe ?
Encore ce livre, le chapitre dédié au bassin comporte cependant 30 pages d'explications serrées. Le sujet est rien moins que facile. Quid de la cavité pelvienne par exemple ? C'est par là que passe le fœtus au moment de l'accouchement. La cavité pelvienne, alors là, du coup, le bassin c'est compliqué et c'est très lié à la façon dont on marche. C'est pas inné biologiquement. Mais il y a la cavité pelvienne. Julie Bouillet répond. En matière de procréation, ce qui compte, ce n'est pas la largeur du bassin, c'est la largeur de sa cavité pelvienne. En 1933, les médecins de Caldwell, Molloy et Esopo établissent, d'après radiographie, qu'il existe 4 types majeurs de cavités pelviennes. Anthropoïdes, donc ressemblant vaguement à celui des grands singes. Ah oui, il y a des photos, mais qui ont crash. Lisez Libé, ouais. Ouais, on a mis des photos qui sont plus valables, ouais. Ouais, qui sont plus hébergées, ouais. Comme ça, vous ne voyez pas de quoi on parle, ouais. Ouais, lisez Libé, ouais. Gynécoïdes, donc a priori féminin. Androïde, masculin. Platypéloïde, plutôt plat. Ils affirment que la forme gynécoïde, ronde, d'un diamètre de 12 cm, est présente chez 41% des femmes européennes. Oui, mais c'est même pas la majorité. Comment tu peux dire que la forme gynécoïde féminine est féminine alors que c'est que 41, c'est même pas la majorité. Suite à quoi, le type gynécoïde devient le bassin obstétrique idéal. Ah, c'est-à-dire c'est le bassin qu'il faut avoir, la forme gynécoïde, pour avoir des gosses. C'est là en mode, toi t'es une belle pondeuse quoi. Considéré alors comme le plus adapté. En 1952, un autre chercheur, Snow, procède à des radiographies. Il ne trouve que 30% de bassins gynécoïdes chez les femmes. En 2000, Julie Bouillet s'y attelle à son tour. Elle démontre par une analyse morphométrique de la cavité pelvienne que le bassin gynécoïde n'est pas le bassin féminin par excellence partagé par toute la population féminine. Oui, on s'en était déjà rendu compte du coup. En clair, on trouve les morphotypes dans les deux sexes. Ah, c'est-à-dire que gynécoïde, c'est pas non seulement 30% chez les femmes, mais en fait ça existe aussi chez les hommes. Donc il y a des hommes qui ont le bassin parfait pour accoucher. Et je parle pas d'hommes trans. Voilà. Les hommes aussi peuvent avoir un bassin gynécoïde. Voilà. Les formes de bassin propres à une histoire de vie sont bien plus nombreux que les deux morphotypes censés représenter l'humanité femelle et mâle. Les types pelviens existent dans toute la population humaine, et aucun ne caractérise une population en particulier. Attribuer aux femmes le type gynécoïde, c'est comme définir ce qui est un corps de femme typique par le corps de Marilyn Monroe, et celui d'un homme typique par celui d'Arnold Schwarzenegger. Le bassin est-il un critère universel d'identification du sexe ? Conclusion. L'éventail de la variabilité humaine est tel que la majorité des humains partagent des formes pelviennes qui ne sont pas liées au sexe, affirme Julie Bouillet. Mieux, selon les populations, ce n'est pas le creux du bassin, ni la taille du squelette, ni la densité des os qui permet de distinguer les hommes des femmes. Ainsi que l'explique Evelyne Paire. Bizarrement, c'est des femmes qui déconstruisent tout ça. Ça aurait été des hommes, ils auraient affirmé catégoriquement. Je fais des stases aussi en amatrice, bien sûr. Là, faut le voir comme... Le sexe osseux est désormais recherché sur la mandibule des Coréens, la clavicule et les rotules des Iraniens, les métacarpiens, donc les mains, des Thaïs, l'astragale des Égyptiens, l'omoplate ou le bassin des Grecs, le bassin ou le carpe des Mexicains, l'humérus des Crétois. Bref, elle cite encore une dizaine d'exemples comme ça que le journaliste de Libé, lisez Libé, ouais, a décidé d'achever parce que c'était beaucoup trop long. Dans le sud-est de la France, c'est à leurs dents qu'on identifie le sexe des squelettes. En Australie de l'Ouest, à leur sternum. En Crète, à l'humérus. Il n'existe donc aucun critère absolu d'identification du sexe osseux. Et même, suivant les pays différents, on a des critères extrêmement différents également. Donc c'est un enfer, c'est impossible. Voilà. Chaque pays a sa méta d'identification, a son petit truc pour identifier, et si on utilisait un autre critère, on se rendrait compte que ça ne marche pas. C'est terrible. Tout le monde y va n'importe comment, quoi. Tout dépend de l'époque et du lieu. Chaque population possède ses propres caractéristiques qui dépendent de coutumes alimentaires, de gestuels adoptés au travail, etc. Et c'est ça qui fait, qui conditionne le squelette. Autrement dit, conclut Evelyne Paire, extrêmement basée, le squelette est une mémoire vivante de notre histoire. Le lire, c'est décrypter les informations enregistrées au niveau du temps long de l'évolution et du temps court de la vie particulière. Je trouve ça trop intéressant, bordel. C'est écrit comme ça, extrêmement basé. Oui, c'était tout à fait dans l'article. Je trouve la conclusion, genre, de voir que le squelette, c'est une mémoire presque sociologique des corps de l'humanité. Tu peux déduire des pratiques sociales
où avec la compréhension de pratique sociale, tu peux comprendre l'impact que ça a sur les corps des gens. Lire un squelette, je trouve ça passionnant. En tout cas, surprise, les TERF ont 0 level en archéologie biologie. Hein. Bien, oui. Bah, s'il y avait des gens qui sont restés jusqu'au bout, avant de partir, lâchez un petit follow, comme ça on se retrouve la prochaine fois si vous avez kiffé et que c'était intéressant.